Le soir du 3 avril 2024, Iria Varela, une jeune étudiante en doctorat de la faculté de biologie de l'université de Saint-Jacques de Compostelle, quitta sa maison dans la rue tranquille Rosalía de Castro, dans une petite ville de Galete. Elle fut vue pour la dernière fois par sa voisine Rosa Torres, une gardienne de 68 ans du complexe résidentiel, qui nota l'heure du retour d'Iria à la maison vers 18h40. Après cela, la jeune fille sembla se volatiliser dans les airs. 4 jours de silence et aucune trace. Cependant, le matin du 7 avril, le chat d'Iria, Lua, apparut soudainement avec un objet inhabituel dans la gueule. Un morceau de sangle vert citron vif en Dynéma CT15. Un tel matériau est pratiquement introuvable dans cette région. L'enquête est menée par l'inspecteur Antonio Morales. Son attention fut immédiatement attirée par la sangle apportée par le chat. Morales ordonna une expertise rapide, et dès midi, les enquêteurs confirmèrent la rareté du matériau. En Galice, ce type de sangle n'est pratiquement pas vendu, d'autant plus dans cette couleur vert citron vif inhabituelle. Des traces du matériau furent également découvertes dans le ravin d'eucalyptus derrière la rue Rosalía de Castro, sous forme de petites rainures de traînage. Les témoignages des voisins ne donnent qu'une image approximative des événements de cette soirée. Rosa Torres est catégorique dans ses déclarations, mais son témoignage ne couvre qu'une courte période. Le second témoin important, un voisin d'Iria nommé Bruno Candal, informa les parents de la jeune fille qu'il l'avait vue un peu plus tard. Elle était passée chez lui quelques minutes, après quoi elle était supposée se rendre à un séminaire de zoologie en file. Personne ne peut confirmer cette déclaration car aucun enregistrement numérique ou signal GPS lié à son téléphone n'a été trouvé. 2 personnes tombent immédiatement sous le soupçon. Le premier, ce même voisin, Bruno Candal, un homme d'environ 40 ans, vivant seul, exerçant la menuiserie. Les enquêteurs remarquent que Bruno était la dernière personne à avoir vu Iria le soir de sa disparition. La relation entre lui et la jeune fille semblait amicale, mais superficielle. Cependant, l'enquête ne peut ignorer le fait que c'est précisément Bruno qui rapporte les projets d'Iria, qui n'ont été confirmés par personne d'autre. Le second soupçon de l'enquête émerge après les déclarations d'un fermier local, qui mentionna un certain autostoppeur qu'il avait vu ce soir-là. Cet homme non identifié, selon le fermier, se tenait sur le bord de la route près d'une camionnette grise Volkswagen T4. Il sembla étrange au fermier que l'autostoppeur était visiblement agité et pressé. Cependant, le fermier ne se souvint pas des plaques d'immatriculation. Dans les premiers temps, l'attention de l'inspecteur Morales se concentra entièrement sur la camionnette grise suspecte. Les patrouilles de police commencèrent immédiatement à ratisser la zone, cherchant toute trace de l'autostoppeur ou de la camionnette. En Galice, on comptait des centaines de véhicules similaires et chaque propriétaire devait être vérifié personnellement. Des dizaines d'habitants locaux furent interrogés, mais après 2 jours de travail opérationnel, l'enquête n'obtint aucune piste concrète. L'autostoppeur sembla disparaître avec sa camionnette. La vérification des caméras de surveillance extérieure ne donna aucun résultat. Aucune trace de Volkswagen T4 grise ne fut enregistrée ce soir-là. L'enquête fut contrainte de reconnaître que cette piste s'avérait être une impasse. Cependant, c'est précisément alors que la fausse piste commençait à s'estomper que l'inspecteur Morales obtint un nouveau document. La vérification des registres d'entrepôt du seul revendeur de cordes marines de la région, la société Cordilleria Nautica, apporta un résultat inattendu. Au cours des 6 derniers mois, le seul acheteur privé de sangle Dynéma CT15 en couleur vert citron vif était précisément Bruno Candal. De plus, l'achat était daté du 14 février 2024, presque 2 mois avant la disparition d'Iria Varela. Maintenant, dans l'affaire apparaît un lien clair entre le matériau apporté par le chat Lua, le ravin derrière la rue Rosalía de Castro et le voisin de la jeune fille, Bruno Candal. Pourquoi le menuisier aurait-il eu besoin d'une sangle spécifique pour navire marin? Et comment ce matériau s'est-il retrouvé lié à la disparition d'Iria? Cela reste un mystère.
L'enquête ne se précipite pas pour porter des accusations, préférant la prudence dans une affaire si délicate. Les preuves sont encore insuffisantes, mais le lien devient de plus en plus évident. Désormais, l'inspecteur Morales est convaincu que c'est précisément le chaluat qui a donné à l'enquête une chance de faire avancer l'affaire. Pendant ce temps, tandis que les enquêteurs étudient attentivement la personnalité de Bruno, la piste automobile de l'autostoppeur n'est pas encore complètement abandonnée. Les deux directions sont maintenues, mais chaque nouvelle preuve tire le fil de l'enquête vers Bruno Kandal. Les enquêteurs sont prêts à faire le pas suivant, mais pour l'instant, ils ne révèlent pas leur carte. Car cette affaire, comme le morceau de sangle vert citron, a encore ses extrémités non révélées. Le matin suivant commença par une perquisition dans l'atelier du menuisier Bruno Kandal. L'inspecteur Antonio Morales obtint le mandat judiciaire correspondant. Le groupe opérationnel arriva sur place exactement à 9h du matin. Bruno accueillit calmement les enquêteurs et ne s'opposa pas à l'inspection. Extérieurement, Bruno Kandal ne se distinguait en rien des autres habitants de Galice. Un homme de 42 ans, célibataire, vivant modestement, fabriquant des meubles sur commande. L'atelier était situé dans une annexe de la maison. À l'intérieur, rien de remarquable, si ce n'est des outils soigneusement rangés, des ébauches en bois et des étagères avec des vernis et des huiles. Cependant, l'objectif principal des enquêteurs était de trouver une réponse à la question. Pourquoi Bruno avait-il eu besoin de 120 mètres de sangle d'escalade extrêmement rares et spécifiques, Dynéma CT15? Le matériau, comme l'enquête le savait déjà, n'avait aucun rapport évident avec l'ébénisterie et, encore moins, avec la vie quotidienne d'un menuisier célibataire. Lors de l'inspection des lieux, l'attention de l'inspecteur fut attirée par une porte fermée d'un débarras. Bruno indiqua immédiatement les clés et n'exprima aucune objection. À l'intérieur, les enquêteurs découvrirent une grande bobine en bois sur laquelle était soigneusement enroulée la sangle vert citron vif. Les extrémités avaient été soigneusement fondues avec une lampe à souder. La lampe elle-même était posée à côté avec des résidus de suie sur la buse. Après l'inspection des lieux, l'original papier de la facture avec cachet humide fut saisi. Il y était inscrit 120 mètres de Dynéma CT15, 14 février 2024. Le fait de l'achat fut confirmé définitivement. Bruno lui-même ne niait pas et expliqua immédiatement aux enquêteurs que le matériau lui était nécessaire exclusivement pour son travail. Selon lui, il utilisait la sangle pour suspendre de gros objets en bois lourd pendant la procédure d'imprégnation à l'huile. Un spécialiste criminologue exprima des doutes sur l'explication du menuisier. Dans de tels ateliers, on utilise habituellement des chaînes métalliques résistantes, car la sangle Dynéma, bien que solide, est trop chère et inhabituelle pour de tels usages domestiques. Néanmoins, il n'y avait pas à ce moment-là de base directe pour considérer les paroles de Bruno comme mensongères. Pendant ce temps, les enquêteurs reçurent le témoignage d'un autre témoin, Francisco Lobeira, propriétaire d'une scierie voisine. Lobeira affirmait que dans la nuit du 3 au 4 avril, il avait remarqué une lumière tamisée dans les fenêtres de l'atelier de Bruno. Selon Francisco, la lumière était allumée presque jusqu'à l'aube. Le témoin s'en souvenait distinctement, car il rentrait chez lui après un déchargement tardif de bois, vers 3 heures du matin. Cela contredisait fortement les paroles de Bruno, qui affirmait qu'il avait dormi paisiblement chez lui cette nuit-là et n'était sorti nulle part. L'interrogatoire de Bruno se déroula calmement. Le suspect se comportait de manière équilibrée, n'exprimait pas d'inquiétude et s'en tenait fermement à sa version des événements. Ses déclarations étaient claires, sans écart dans les détails. Il insistait sur le fait que le voisin avait pu se tromper ou mal interpréter ce qu'il avait vu. L'enquête, cependant, nota cette contradiction dans les documents de l'affaire. Le personnel du laboratoire commença immédiatement l'examen minutieux de la bobine avec la sangle saisie. La surface du matériau était suspecteusement propre. Il devint clair plus tard que la sangle avait été traitée avec un solvant. Aucune trace superficielle d'Iria Varela ne fut trouvée. Il semblait que cela pouvait remettre en question la signification de la découverte. L'enquête considéra un instant cette voie comme erronée. Cependant,
les criminologues insistèrent sur une recherche plus approfondie du matériau. Compte tenu des circonstances de l'affaire, la décision fut prise d'examiner également la partie interne des fibres. Ce n'est qu'en fin de soirée de ce même jour que le biologiste judiciaire fit une découverte importante. Au cœur même de la sangle, un seul cheveu fut trouvé. Une expertise urgente donna un résultat clair. Le cheveu appartenait à Iria Varela. Cette découverte changea complètement le cours de l'enquête. Désormais, la sangle cessait d'être seulement un objet douteux et obscur dans le débarras de Bruno. Maintenant, c'était un lien direct entre le suspect et Iria, disparu. Les questions de l'enquête au menuisier ne concernaient plus seulement son emploi du temps nocturne et l'achat étrange de matériaux spécifiques. Maintenant, l'inspecteur Antonio Morales ne s'intéressait qu'à une chose: comment et dans quelles circonstances Iria avait pu se retrouver liée à la sangle achetée par Bruno. Bruno lui-même ne put expliquer clairement l'origine du cheveu d'Iria dans le matériau, continuant à insister sur son innocence. Il faisait référence au fait que la jeune fille était venue plusieurs fois dans son atelier pour discuter de la fabrication d'étagères à livres. L'enquête notait que de telles visites avaient effectivement eu lieu auparavant. Cependant, dans les conditions de l'enquête actuelle, cette version semblait faible. Maintenant, l'inspecteur Morales avait l'intention de vérifier minutieusement les autres déclarations de Bruno, ainsi que de mener un autre interrogatoire de Francisco Lobeira. Peut-être le voisin pourrait-il compléter son témoignage ou fournir de nouveaux détails. L'enquête n'avait pas encore une image complète de ce qui s'était passé, mais le cercle des questions s'était considérablement rétréci autour de la personnalité de Bruno Candale et de la façon dont il avait utilisé la sangle d'Inema CT15. Pendant ce temps, l'autostoppeur et sa mystérieuse Volkswagen T4 grise restaient toujours en périphérie de l'enquête. Tant qu'aucune nouvelle piste n'apparaissait, les enquêteurs étaient contraints de garder cette version ouverte, bien que sans développement actif. Après l'apparition du cheveu d'Iria au cœur de la sangle, l'enquête se tourna vers l'entourage de la jeune fille. Les collaborateurs de l'inspecteur Morales décidèrent d'étudier plus attentivement sa vie privée et de découvrir à quel point Iria communiquait étroitement avec Bruno et si elle avait pu elle-même visiter volontairement son atelier le soir de sa disparition. L'enquête découvrit rapidement une autre incohérence. Pourquoi Iria portait-elle le soir du 3 avril dans l'atelier de Bruno une boîte à chaussures avec des oisillons qu'elle avait pris en convalescence du refuge? Le matin du 8 avril, l'inspecteur Antonio Morales visita le bureau du centre de bénévolat Avifauna Galicia. Là, parmi les registres de suivi, il fut possible de trouver un enregistrement. Le 2 avril, Iria avait effectivement pris en charge temporaire 4 martinets ayant besoin d'aide. À la question de l'inspecteur sur pourquoi Iria avait décidé de prendre les oiseaux chez elle, l'employé du refuge répondit seulement que la jeune fille était connue pour sa bonté et aidait souvent les animaux à domicile, surtout s'il s'agissait de casse complexes. Cependant, le refuge n'avait pas toujours assez de moyens pour fournir complètement aux oiseaux des médicaments et de la nourriture. Le même jour, les enquêteurs s'entretinrent avec une voisine écolière, Paula Nogueira, 14 ans. La jeune fille se souvint que vers 19h le 3 avril, elle avait vu Iria aux grilles de l'atelier de Bruno avec une boîte à chaussures dans les mains. La boîte était légèrement entr'ouverte et Paula avait remarqué de petits oiseaux à l'intérieur. Iria semblait agitée, regardait constamment autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un la voie. Ce nouveau témoignage devint un moment important. Jusqu'alors, l'enquête ne disposait pas d'informations sur le fait que la jeune fille avait rendu visite à Bruno le soir du 3 avril avec un objectif concret, et encore moins qu'elle avait pu être préoccupée par sa visite. Le même jour, l'inspecteur Morales eut une autre conversation avec les parents de la jeune fille. Cette fois, la conversation porta sur les circonstances personnelles de leur fille. La mère d'Iria avoua que la jeune fille éprouvait souvent un manque d'argent pour les services vétérinaires et l'achat de nourriture spécialisée. Malgré l'aide des parents, Iria était parfois contrainte de chercher des moyens alternatifs pour résoudre les problèmes avec les animaux qu'elle ramenait à la maison. La conversation avec le père de la jeune fille, José Varela, fut moins univoque.
Il affirma avec certitude qu'il ne savait rien du fait que sa fille avait récemment ramené des oisillons à la maison. Mais les enquêteurs découvrirent un reçu émis le 3 avril d'un magasin local d'articles pour animaux au nom de José Varela. Le reçu mentionnait une somme assez importante pour l'achat de nourriture spécialisée. Le père ne nia pas le fait de l'achat, expliquant que c'était une demande de sa fille qu'il ne considérait pas comme importante et qu'il avait donc simplement oubliée. Cette incohérence éveilla de légers soupçons chez l'enquête. Une version apparut selon laquelle une dispute familiale sur une base financière avait pu se produire entre Iria et son père. Probablement, le père était mécontent des dépenses constantes pour les animaux et cela avait pu provoquer un conflit. Cependant, lors d'un examen plus approfondi de la correspondance familiale et des relevés bancaires des parents Varela, aucun problème financier sérieux ne fut révélé. Bien qu'une tension sur ce fond ait pu exister, aucune confirmation réelle que le conflit avait eu lieu précisément le jour de la disparition d'Iria ne fut trouvée. Le soir du 8 avril, un événement se produisit qui dirigea à nouveau l'attention de l'enquête vers l'atelier de Bruno. Lors d'une nouvelle inspection de la maison de la famille Varela, un conteneur avec de la nourriture utilisée pour soigner les oisillons fut découvert dans le débarras. La surface du conteneur était souillée de petites fibres à peine visibles de la même sangle d'Inima CT15. Les experts du laboratoire criminalistique confirmèrent cela quelques heures plus tard. Lors de l'examen détaillé, il était clair que le pot avec la nourriture était arrivé dans la maison de la famille, déjà souillée. L'enquête conclut que c'était précisément le chat Lua qui avait apporté le conteneur non pas de la cuisine des Varela, mais probablement de la cour voisine de l'atelier de Bruno. Cela affaiblissait complètement la version d'un conflit familial sérieux. Maintenant, l'enquête supposait que la nourriture achetée par le père avait pu se retrouver dans l'atelier de Bruno, mais pas par la faute de José Varela lui-même. Il semblait que la jeune fille s'était rendue volontairement chez le voisin avec une boîte d'oisillons et un conteneur de nourriture, espérant probablement obtenir de l'aide ou des conseils. Ce qui s'était passé exactement après qu'Iria se soit retrouvée dans l'atelier restait obscur. Bruno avait déclaré précédemment que la jeune fille était venue chez lui discuter de la fabrication d'étagères à livres et qu'il ne savait soi-disant rien des oiseaux. La version avec l'autostoppeur et la camionnette grise ne recevait pas encore de nouveaux développements. Les enquêteurs la gardaient ouverte mais ne dépensaient pas de ressources pour sa vérification, attendant l'apparition de nouveaux détails. Maintenant, l'attention des enquêteurs était entièrement concentrée sur les détails des contacts entre Iria et Bruno dans les derniers jours avant la disparition. Les indices montraient clairement qu'il existait entre eux un lien plus étroit qu'on ne l'avait supposé auparavant, et le comportement de la jeune fille le soir de la visite pouvait témoigner du fait qu'elle se trouvait dans une situation difficile ou inconfortable pour elle. Le matin du 9 avril, l'enquête reçut un appel inattendu. Le garde forestier local Emilio Seixas, 48 ans, signala que lors de sa ronde matinale, il avait remarqué d'étranges traces dans le ravin derrière la rue Rosalia de Castro. L'inspecteur Morales envoya immédiatement un groupe opérationnel sur place. L'examen du ravin donna des résultats étranges. Outre les traces de traînage familière, les experts découvrirent de nouvelles taches de peinture à l'huile épaisse. La question qui occupait maintenant l'enquête était: qu'est-ce qui pouvait être commun entre ces taches et l'atelier de Bruno? Les taches de peinture à l'huile furent trouvées directement à côté des traces de traînage qui avaient déjà été étudiées auparavant. Emilio expliqua qu'il passait par ce chemin régulièrement et les taches étaient apparues récemment, peut-être seulement quelques jours auparavant. Il les avait remarquées précisément parce que la peinture fraîche avait un éclat notable, non caractéristique des anciennes contaminations. Le groupe d'enquête prit des échantillons de sol et les envoya au laboratoire criminalistique pour analyse immédiate. Les experts décidèrent de mener une étude comparative, vérifiant les échantillons de sol du ravin et la substance qui avait été découverte précédemment dans l'atelier de Bruno, la peinture à l'huile de marque Teak Oil Walnut. Quelques heures plus tard, les chimistes confirmèrent que la composition des additifs était totalement identique. Cela signifiait que la peinture du ravin et la peinture de l'atelier de Bruno étaient la même. Quand l'inspecteur Antonio Morales informa Bruno Candal de ce résultat, le suspect répondit calmement, répétant la version des événements qui lui était déjà connue. Il avait soi-disant renversé accidentellement de la peinture environ 1 mois auparavant dans la cour de l'atelier.
Selon lui, les restes de peinture avaient pu arriver dans le ravin avec l'eau de pluie ou le vent, compte tenu de la proximité de la cour et du ravin. Cependant, le garde forestier Emilio était catégorique. Les taches avaient l'air fraîches. Elles brillaient littéralement 2 jours auparavant. Les chimistes criminologues confirmèrent que la composition de la peinture Teak Oil Walnut avait une particularité spécifique. Après 96 heures d'application, elle s'assombrissait brusquement, perdant son éclat initial. Cela signifiait que la version de Bruno sur un ancien renversement de peinture ne pouvait pas correspondre à la réalité. Les opérationnels supposèrent que la peinture avait pu être apportée dans le ravin par un courant de pluie depuis le territoire de la cour de l'atelier. Cependant, lors de la vérification par les géomètres, il s'avéra que le relief du terrain ne permettait pas à l'eau de couler précisément dans cette direction. Le sol avait une pente dirigeant le courant d'eau loin du lieu de découverte des taches. Ainsi, la version avec l'eau de pluie fut complètement réfutée. La fausse piste avec le courant de pluie fut fermée définitivement. Pendant ce temps, les enquêteurs commencèrent à comprendre qu'il existait un lien solide entre l'atelier de Bruno, la sangle d'Inema et la peinture à l'huile. Ces 2 objets apparemment non liés s'avéraient être des indices clés dans l'affaire. Mais la découverte la plus inattendue attendait l'inspecteur Morales le soir de ce même jour. L'expert médico-légal judiciaire fournit un rapport qui changea complètement la compréhension de ce qui s'était passé. Selon le rapport, les traces de traînage découvertes témoignaient clairement du fait que la victime avait été déplacée déjà après la survenue de la mort. Mais le plus important, l'expertise établit précisément le moment de la mort. Cela s'était passé pas plus de 36 heures auparavant. Cela signifiait qu'Iria Varela était vivante presque 2 jours après la disparition. Maintenant, l'enquête devait tenir compte du fait qu'elle avait pu être retenue quelque part dans les environs tout ce temps. Cependant, malgré les inspections minutieuses déjà effectuées, les enquêteurs n'avaient toujours pas trouvé le lieu où Iria avait pu se trouver jusqu'aux dernières heures. Les experts ne purent donner de réponse exacte sur la localisation où Iria avait été gardée vivante. Mais maintenant, l'enquête savait exactement que tout ce temps, la jeune fille était proche, peut-être tout près, littéralement à un pas des groupes de recherche qui avaient vérifié plusieurs fois le terrain. L'information apparue obligea les enquêteurs à examiner encore une fois attentivement la cour et l'atelier de Bruno. Malgré la vérification minutieuse et plusieurs inspections répétées avec les criminologues, aucune trace de séjour de la jeune fille n'y avait été trouvée pour le moment. L'inspecteur Morales donna l'ordre d'élargir immédiatement la zone de recherche autour du ravin et de mener une autre vérification plus détaillée des constructions auxiliaires les plus proches. Il décida également d'interroger à nouveau les voisins pour découvrir si quelqu'un parmi eux avait vu des déplacements suspects de Bruno ces derniers jours. Cette nouvelle découverte compliqua considérablement l'affaire, la rendant encore plus complexe et imprévisible. Il devint évident pour l'enquête que quelque chose d'important était manqué, quelques détails capables de changer complètement la direction de l'enquête. Pour l'instant, tous les indices menaient à nouveau vers un seul endroit, vers l'atelier de Bruno et sa mystérieuse sangle d'Inema CT15, avec laquelle tout avait commencé. L'autostoppeur et la Volkswagen T4 grise restaient toujours dans les documents de l'affaire comme version. Mais l'enquête décida d'arrêter temporairement le travail actif dans cette direction, concentrant ses forces sur Bruno et le lieu où, Iria avait passé ses dernières heures de vie. Après les nouvelles de l'expert médico-légal, l'enquête décida de vérifier la version avec la camionnette mentionnée par le fermier Manuel Uteiro. Malgré le fait que l'attention se concentrait déjà entièrement sur l'atelier de Bruno Candale, l'inspecteur Morales considérait qu'il fallait fermer définitivement la question avec la Volkswagen T4 grise. Il restait encore un doute. Est-ce que le mystérieux autostoppeur avec la camionnette grise avait vraiment existé ? Ou est-ce que le fermier avait pu confondre quelque chose ?
Le fermier Manuel Otero, 60 ans, donna cette fois des témoignages plus concrets. Il décrivit à nouveau la voiture, ajoutant un détail important. La camionnette était de couleur gris sale et sur la porte arrière se détachait distinctement le logo de l'atelier de menuiserie Ebanisteria Segovia. Cela n'avait pas été indiqué auparavant et l'inspecteur Morales ordonna de vérifier l'information immédiatement. L'enquête contacta la compagnie par l'ancien annuaire téléphonique. Le dirigeant de l'atelier confirma « La camionnette existait vraiment et effectuait régulièrement des trajets pour la livraison de produits. Le conducteur du véhicule pendant cette période était un certain Josué R., qui le matin du 4 avril était parti sur l'itinéraire Oleiros, Segovia avec une cargaison de plaques de marbre. Les policiers contactèrent Josué R. et fixèrent un rendez-vous. Celui-ci vint à l'interrogatoire calmement et avec assurance. L'homme présenta aux enquêteurs un bon de livraison avec cachet, confirmant l'heure de déchargement des plaques à Segovia, le 5 avril à 7h30 du matin. Il présenta également des tickets de station-service sur tout l'itinéraire du trajet, où étaient fixées l'heure et la date des arrêts. Les experts calculèrent que la distance de 950 km, Josué l'avait parcouru en environ 12 heures en tenant compte des pauses nécessaires pour le repos et le ravitaillement. Tous les documents étaient authentiques et correspondaient complètement au témoignage de Josué. Les enquêteurs comprenaient que si la voiture était vraiment partie le matin du 4 avril, alors elle ne pouvait physiquement pas se trouver dans la zone du ravin le soir du 3 avril ou dans la nuit du 3 au 4 avril, quand s'étaient produits les événements importants liés à la disparition d'Iria Varela. Cependant, l'inspecteur Morales voulait exclure complètement tous les doutes. Il demanda au fermier Manuel Otero de regarder encore une fois attentivement les photos des voitures appartenant à l'atelier de menuiserie Ebanisteria Segovia. Cette fois, le fermier hésitait. En regardant les photos, Manuel indiqua soudain une autre camionnette appartenant au même atelier, qui avait stationné à la ferme près de son terrain encore en mars, presque un mois plus tôt. Il reconnut qu'il avait pu se tromper. La voiture était très similaire, mais le fermier n'était plus sûr de la précision de ses témoignages initiaux. Maintenant, la version avec la camionnette et le mystérieux autostoppeur s'effondrait définitivement. L'enquête ferma officiellement cette fausse piste. Josué R. fut complètement exclu du cercle des suspects. À partir de ce moment, la camionnette Volkswagen T4 ne figurait plus dans l'affaire et ne fut plus vérifiée. L'inspecteur Morales ressentit un soulagement du fait qu'une des voies d'enquête avait pu être définitivement exclue. Maintenant, toute l'attention revenait entièrement à Bruno Candale et son atelier. Les indices trouvés auparavant, la sangle d'Inima CT15, la peinture à l'huile Teak Oil Walnut, les traces de traînage dans le ravin, ainsi que le lien avec la boîte d'oisillon et le conteneur de nourriture, tout cela convergeait à nouveau vers une seule personne et un seul endroit. Le groupe d'enquête examina encore une fois l'atelier de Bruno, mais rien de nouveau ne fut découvert à ce moment-là. Cependant, compte tenu des conclusions de l'expert médico-légal selon lesquelles Iria était vivante encore un jour ou deux après la disparition, l'inspecteur prit la décision d'élargir considérablement la zone de recherche, vérifiant particulièrement, minutieusement tous les locaux auxiliaires dans la proximité immédiate de l'atelier. Pendant ce temps, tandis que les opérationnels étudiaient les environs, l'inspecteur Morales programma un interrogatoire répété de Bruno. Maintenant, le suspect devait répondre à des questions supplémentaires liées aux nouveaux indices et aux incohérences dans ses témoignages, y compris le mensonge sur l'heure du renversement de peinture et les raisons possibles pour lesquelles la jeune fille avait pu se trouver près de son atelier le dernier soir. L'enquête reçut un puissant élan pour avancer, s'étant débarrassé de la version obscure et entravant le travail. À chaque nouvelle étape, il devenait de plus en plus clairement compréhensible que la vraie clé de l'énigme de la disparition d'Iria se trouvait quelque part près, dans l'atelier ou sur le terrain de Bruno Candale. L'autostoppeur avec sa camionnette grise était maintenant définitivement exclu, ce qui signifiait que le seul suspect dans l'affaire restait le menuisier Bruno. Maintenant, l'inspecteur Morales et son équipe devaient encore une fois vérifier minutieusement tous les détails, tous les petits riens qu'ils avaient pu manquer auparavant. Car maintenant, il ne pouvait y avoir d'erreur. Le meurtrier était très proche.
et il ne restait qu'à comprendre ce que Bruno essayait exactement de cacher à l'enquête. Le matin du 10 avril, l'inspecteur Antonio Morales revint encore dans l'atelier de Bruno. Cette fois, les enquêteurs avaient un objectif clair, vérifier minutieusement chaque coin du local, surtout compte tenu des dernières découvertes dans le ravin et la fausse piste définitivement fermée avec l'autostoppeur. Maintenant, l'attention de l'équipe était entièrement focalisée sur les détails qui avaient pu rester inaperçus lors des inspections précédentes. L'attention du sergent de la Guardia Civile accompagnant l'inspecteur fut attirée par une étrange grille de ventilation sous le plafond de l'atelier. Une question légitime se posa. Pourquoi la ventilation était-elle située précisément là et où pouvait-elle mener ? En examinant l'atelier, le sergent remarqua encore un autre détail inhabituel. Le long du mur et partiellement sur le sol s'étendait un joint fraîchement coulé avec du mastic. Auparavant, cette section était cachée par des armoires avec des outils et des étagères avec des ébauches en bois. Maintenant, après leur démontage, la ligne de mastic frais sautait immédiatement aux yeux. L'examen minutieux de la grille de ventilation donna des résultats encore plus précieux. Les experts criminologues découvrirent dans sa partie interne des poils du chat Lua ainsi que des fibres microscopiques de sangle Dyneema, imprégnées de peinture à l'huile Teak Oil Walnut. Cela confirmait la supposition de l'enquête que le chat pénétrait d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de la ventilation, se déplaçant de l'atelier vers l'espace extérieur ou vice-versa. Lors de l'interrogatoire suivant, l'inspecteur demanda à Bruno Candale le but de cette grille de ventilation. Le suspect répondit avec son assurance habituelle, expliquant que c'était simplement une hotte nécessaire pour aérer l'atelier lors du travail avec des solvants et des vernis. Cependant, à ce moment, l'inspecteur technique avait déjà terminé son examen du système de ventilation et déclara qu'il avait été construit très étrangement. Au lieu de monter vers le haut, comme le font habituellement les systèmes d'extraction pour évacuer les vapeurs chimiques, le conduit d'air descendait vers le bas, profondément sous le niveau du sol du bâtiment. Une telle méthode de montage de ventilation était techniquement injustifiée et n'avait aucun sens pratique pour un atelier de menuiserie. L'équipe d'enquête décida de vérifier la théorie que la gaine de ventilation pouvait mener à la maison voisine, d'où le chat Lua aurait pu soi-disant pénétrer dans l'atelier. Les enquêteurs obtinrent l'accès au bâtiment voisin et examinèrent en son grenier, essayant de trouver un passage quelconque pour chat ou des traces du séjour d'Iria Varela. L'examen minutieux du grenier et des locaux adjacents ne donna aucun résultat. Il n'y avait là ni trace du chat Lua, ni d'autant plus de traces quelconques d'Iria. La version sur la maison voisine fut définitivement fermée. Maintenant, la ventilation devenait encore plus mystérieuse et suspecte. Il devint évident qu'elle menait quelque part vers le bas, sous l'atelier. L'inspecteur Morales ne reporta pas cette question à plus tard. Le même jour, une vérification supplémentaire du local fut organisée. Les employés de la Guardia Civile déplacèrent tous les meubles et libérèrent le sol à l'endroit où le mastic frais avait été remarqué auparavant. À l'aide d'une masse de construction spéciale, les opérationnels commencèrent à ouvrir prudemment la section du sol qui avait été coulée avec du mastic. Déjà après quelques coups, il s'avéra que sous la mince couche de chape cimentée se cachait quelque chose de complètement inattendu. La masse frappa le métal avec un son sourd caractéristique. Les opérationnels libérèrent complètement l'objet caché sous le sol. Il s'avéra être une trappe métallique massive avec un couvercle lourd, soigneusement mastiqué et camouflé sous le sol bétonné de l'atelier. La trappe avait été manifestement fermée récemment et ses bords étaient soigneusement colmatés avec du mastic frais. Tous se figèrent sur place. C'était la première découverte si sérieuse de toute l'enquête et elle changeait complètement la représentation de ce qui s'était passé. Maintenant, les enquêteurs comprenaient que sous le sol de l'atelier se trouvait un local secret, dont l'existence n'avait été soupçonnée par personne auparavant. Ils ne se précipitèrent pas pour ouvrir la trappe, décidant d'abord de fixer le lieu de découverte et de rassembler des informations supplémentaires. Des spécialistes criminologues supplémentaires et des experts judiciaires furent appelés à l'atelier. L'inspecteur Morales comprenait déjà que ce local sous l'atelier était très probablement précisément l'endroit où Iria Varela se trouvait avant sa mort. Les enquêteurs se concentrèrent sur la préparation de l'ouverture de la trappe.
Bruno Candale, niant toujours sa participation, fut arrêté et placé dans une pièce séparée pour les interrogatoires. Maintenant, son silence n'avait plus grande importance, car la trappe trouvée devenait une preuve directe que le suspect cachait une partie importante de la vérité. Tandis que le groupe d'enquête se préparait à l'ouverture, la tension grandissait à chaque minute. L'inspecteur Morales était sûr que c'était précisément derrière cette trappe que se cachait la clé de l'énigme de la disparition d'Iria et des mystères liés au chat Lua, à la sangle d'Inima et à l'étrange ventilation. Désormais, l'enquête excluait complètement toutes les versions alternatives. Maintenant, tous les détails, tous les indices et toutes les circonstances mystérieuses de cette affaire convergeaient en un seul point. La trappe métallique cachée sous le sol de l'atelier de menuiserie de Bruno Candale. L'inspecteur Antonio Morales donna l'ordre d'ouvrir la trappe métallique immédiatement après que les criminologues et les experts eurent préparé tout le nécessaire. Les employés de la Guardia Civile soulevèrent soigneusement le couvercle, sous lequel se trouvait un escalier étroit descendant vers le bas. En descendant à une profondeur d'environ 3 mètres, les opérationnels se retrouvèrent dans un petit local. La question principale maintenant était une: qu'est-ce qui se cachait exactement dans le sous-sol sous l'atelier de Bruno? À l'intérieur, les enquêteurs découvrirent une chambre d'environ 2 mètres sur 3. Les murs étaient là complètement recouverts d'épaisses couches de laine minérale créant une isolation phonique parfaite. Cela expliquait immédiatement pourquoi aucun des voisins n'avait entendu de bruits étrangers. Au centre de la chambre se trouvait un fauteuil-chaise longue sur lequel, lors du premier examen, les experts trouvèrent des taches de sang. Après une analyse d'urgence, les criminologues annoncèrent que le sang correspondait complètement au groupe et à l'ADN d'Iria Varela. À côté du fauteuil furent découvertes des pinces de menuisier, ainsi qu'une cage de transport en plastique pour animaux. Un lien avec le chat Lua et la boîte à chaussures avec les oisillons trouvés auparavant apparut immédiatement. Sur le sol de la chambre, les experts remarquèrent un dessin précis au compas d'un nœud, fait au crayon. Le nœud s'avéra familier. C'était un nœud typique, mousqueton. Plus tard, il fut établi qu'exactement le même dessin avait été trouvé dans le carnet personnel de Bruno. Après l'ouverture de la trappe, les enquêteurs tentèrent à nouveau d'interroger Bruno, mais celui-ci refusa de répondre à toutes les questions, se référant à l'article 24 de la Constitution espagnole sur le droit de ne pas témoigner contre soi-même. Son silence ne fut pas une surprise. Bien que maintenant il n'ait plus d'importance décisive, le sous-sol avec les indices parlait de lui-même. Pour une étude détaillée de la découverte, l'inspecteur Morales invita un expert en nœuds du club nautique local. Celui-ci confirma que le dessin de nœud mousqueton découvert était utilisé principalement pour créer un nœud coulant à libération rapide avec une sangle d'escalade résistante, y compris la Dynéma CT15. Cela liait définitivement le nœud, la sangle et Bruno dans une chaîne logique. Pendant ce temps, les enquêteurs découvrirent encore un autre objet inattendu, un petit collier GPS qui traînait dans un coin de la chambre. Lors du premier examen, ils supposèrent que le collier avait pu être utilisé pour contrôler les déplacements d'Iria elle-même. Cependant, l'ouverture de l'appareil montra qu'il manquait une carte SIM et la batterie était récemment déchargée à 80%. Cela signifiait que l'appareil avait été allumé tout récemment, mais les enquêteurs ne comprenaient pas pourquoi et dans quel but. La question resta ouverte, et l'enquête la reporta jusqu'à des éclaircissements ultérieurs. La découverte la plus sérieuse et la plus lourde attendait les enquêteurs plus loin. Dans la partie éloignée de la chambre, cachée au regard par un étroit ressaut du mur, une niche fut découverte. C'est là qu'ils trouvèrent Iria. Les enquêteurs appelèrent immédiatement l'expert médico-légal qui, après un examen primaire, confirma que la jeune fille était décédée environ 36 heures auparavant. Cela coïncidait avec les conclusions préliminaires de l'expert médico-légal sur les traces dans le ravin. Au cou d'Iria était serrée une boucle faite de la sangle vert citron vif Dynéma CT15, déjà bien connue. Le nœud utilisé dans la boucle correspondait complètement au dessin trouvé sur le sol de la chambre et dans le carnet de Bruno. À ce stade,
Il ne restait aucun doute sur qui portait exactement la responsabilité de ce qui s'était passé. Cependant, malgré l'évidence des faits, de nombreux détails restaient encore inconnus. Les enquêteurs ne comprenaient pas pourquoi précisément Iria était devenue victime et quel rôle avait joué dans sa disparition l'étrange découverte. Le collier GPS sans carte SIM. L'enquête était sûre de la participation de Bruno. Cependant, ses motifs et les détails de ses actions restaient encore non révélés. Bruno se trouvait en garde à vue au poste, et l'inspecteur Morales comprenait déjà que la prochaine étape de l'enquête serait liée précisément à la révélation des motifs et de la séquence des événements de cette soirée fatale. L'équipe de criminologues continuait l'examen du local et la fixation de tous les détails. Maintenant, il devenait évident qu'Iria avait été capturée et retenue dans le sous-sol de l'atelier, et la sangle d'Inema CT15 avait été l'instrument principal du crime. Le fait même de la présence de poils de chat et de la cage de transport confirmait que le chat Lua avait été là auparavant. Et probablement, c'était précisément lui qui avait apporté les premiers indices ayant permis à l'enquête de remonter la piste de Bruno. Il ne restait qu'à découvrir le principal. Qu'est-ce qui avait exactement poussé Bruno à commettre un tel crime et pourquoi tout s'était passé précisément ainsi? Tandis que l'inspecteur Morales et son équipe continuaient le travail sur les lieux du crime, la tension dans l'affaire atteignit son apogée. Les enquêteurs devaient obtenir des réponses aux questions restantes, que Bruno gardait encore silencieusement. Après l'ouverture de la chambre sous l'atelier de Bruno Candale, l'enquête se concentra sur le suspect lui-même. Maintenant, toutes les preuves étaient sur la table, et l'inspecteur Antonio Morales décida d'essayer encore une fois d'obtenir des explications de Bruno malgré son silence obstiné. La question qui restait ouverte était: la mort d'Iria Varela aurait-elle pu être accidentelle? Le matin du 11 avril, le groupe d'enquête mena encore un examen détaillé de la chambre dans le sous-sol. C'est alors que dans le siège de la chaise longue fut découverte une niche secrète dans laquelle était conservé un petit cahier. Après extraction prudente, les experts virent qu'il contenait 5 pages détaillées de schéma du nœud Quick Release Knot, ce même nœud avec lequel avait été serrée la boucle de sangle d'Inima au cou d'Iria. Sur les pages du cahier fut découvert un tampon de bibliothèque, indiquant que les matériaux avaient été pris par Bruno pour étude le 27 mars 2024 dans la salle de lecture du Club nautique galicien. Cela signifiait que Bruno avait étudié avec intention la technique d'exécution du nœud complexe une semaine avant la disparition d'Iria. De plus, dans le local fut trouvé un étrange journal de température où le suspect notait soigneusement toutes les 2 heures les indications du thermomètre. Les experts supposèrent que cela pouvait témoigner d'une tentative de maintenir des conditions stables, très probablement pour garder des êtres vivants, y compris les martinets, ou Iria elle-même. L'inspecteur Morales décida de consulter directement le médecin légiste pour découvrir si le nœud découvert avait pu se serrer accidentellement, comme l'affirmait Bruno par l'intermédiaire de son avocat. L'expert répondit clairement que pour serrer le nœud après sa fixation, un effort supplémentaire était nécessaire. Ainsi, la version d'un accident semblait extrêmement improbable. Pendant ce temps, l'avocat de Bruno exprima la position officielle du suspect. Selon sa déclaration, tout ce qui s'était passé n'était qu'un accident tragique, résultant d'un jeu volontaire avec le plein consentement d'Iria. L'enquête accueillit cette affirmation avec scepticisme, compte tenu des conclusions de l'expert médico-légal et des détails techniques du nœud. Le même jour, les criminologues vérifièrent complètement le collier GPS trouvé auparavant. L'expertise montra que sur le collier, il y avait des traces de fientes d'oiseaux, qui correspondaient exactement au martinet qui se trouvait auparavant chez Iria. Aucune trace de la jeune fille ne fut trouvée sur le collier, et l'enquête rejeta définitivement la version selon laquelle l'appareil avait pu être utilisé pour la contrôler. Ainsi, la fausse piste avec le collier GPS fut fermée définitivement. Le soir du 11 avril, l'inspecteur Morales organisa une réunion finale, rassemblant sur une table toutes les preuves découvertes auparavant. Devant lui se trouvait la sangle d'Inima CT15, imprégnée de peinture Teak Oil Walnut, trouvée dans le ravin, le cahier avec les dessins de nœuds, la boîte avec la nourriture, les poils du chat Lua de la ventilation
et le journal de température avec des marques temporelles claires. Le criminologue disposa méthodiquement devant les présents toute la chaîne des événements. Maintenant, le tableau devenait clair et logique. Bruno s'était soigneusement préparé à l'avance, étudiant la technique du nœud complexe, achetant les matériaux nécessaires, équipant le sous-sol et s'occupant même de conditions stables dans la chambre. Les faits parlaient d'eux-mêmes, et aucun d'eux ne confirmait les paroles du suspect sur l'accident. L'inspecteur Morales ne prononça aucune conclusion à voix haute, comprenant que les derniers points sur les « i » devaient être mis par le tribunal. Néanmoins, aucun membre du groupe d'enquête n'avait plus de doute sur l'intentionnalité des actions de Bruno. La seule chose qui continuait à rester obscure était pourquoi précisément Iria était devenue l'objet d'un crime si soigneusement préparé. L'enquête laissait consciemment cette question ouverte, ne se plongeant pas encore dans les motifs psychologiques de Bruno et évitant le mot « obsession ». Cependant, il était évident que toutes les actions du suspect avaient été planifiées et préparées bien avant cette soirée. L'avocat de Bruno essayait de convaincre l'enquête que tout ce qui s'était passé était un accident tragique. Cependant, chaque nouveau fait, chaque détail et chaque indice sur la table de l'inspecteur Morales témoignait du contraire. À ce moment, l'inspecteur se convainquit définitivement que maintenant, tout le poids des preuves contre Bruno était devenu irréfutable. Maintenant, seul le tribunal pouvait donner une évaluation définitive de ce qui s'était passé et mettre un point dans l'affaire de la disparition d'Iria Varela. Jusqu'à ce moment, toute la responsabilité incombait à l'enquête, qui avait accompli sa tâche complètement et irréprochable, malgré toutes les difficultés et les détails embrouillés de l'investigation. Maintenant, Bruno devait comparaître devant le tribunal et les preuves obtenues par l'enquête étaient plus que suffisantes pour prouver sa participation directe à ce qui s'était passé. L'audience du tribunal Audiencia provincial de A Coruña, ouverte le 18 janvier 2025, devint l'apogée de l'affaire complexe de la mort d'Iria Varela. Dans la salle d'audience étaient présents les parents de la jeune fille, des représentants de la police, des journalistes et des habitants locaux qui avaient suivi le développement des événements depuis le début de l'enquête. Le procureur présenta minutieusement et de manière circonstanciée les preuves rassemblées par l'enquête, formant clairement devant les jurés le tableau de ce qui s'était passé exactement le soir du 3 avril de l'année précédente. Le tribunal établit que Bruno Candale avait intentionnellement attiré Iria dans son atelier sous prétexte d'aider avec les oisillons. Iria avait fait confiance aux voisins, ne soupçonnant pas que la visite se terminerait par une tragédie. Bruno avait retenu la jeune fille dans un local souterrain spécialement équipé sous l'atelier, où il avait tenté de la protéger de problèmes supposés avec sa famille. Cette attention et protection faisait partie d'un plan réfléchi. Bruno avait étudié à l'avance le nœud spécial Quick Release Knot, qui devait permettre de libérer rapidement la victime en cas de nécessité. Cependant, en serrant le nœud, Bruno appliqua un effort trop important, ce qui conduisit à l'étouffement d'Iria. Effrayé par ce qui s'était passé, Bruno tenta de se débarrasser des traces du crime. Il transporta les restes dans le ravin d'eucalyptus derrière la rue Rosalia de Castro, essayant de présenter l'incident comme un accident ou un événement sur la route. Mais bientôt, pour quelque raison, il revint et cacha tout de nouveau dans le sous-sol. Au tribunal furent présentées toutes les preuves rassemblées. Le procureur souligna que Bruno était le seul acheteur dans la région de la sangle spécifique d'Inema CT15 et l'ADN d'Iria Varela avait été découvert aussi bien dans le cœur de la sangle que sur le fauteuil-chaise longue dans la chambre. Les traces de traînage dans le ravin, mélangées à l'huile Teak Oil Walnut, correspondaient directement à la composition de l'huile analogue utilisée par Bruno dans son atelier. Non moins important
était le témoignage de Francisco Lobeira, propriétaire de la scierie voisine, qui avait clairement indiqué la lumière dans l'atelier la nuit de la disparition d'Iria, réfutant l'alibi nocturne de Bruno. Le tribunal accorda une attention particulière au cahier avec les dessins de nœuds saisis dans le sous-sol et au tampon de bibliothèque confirmant que Bruno s'était intentionnellement préparé aux actions au moins une semaine avant la disparition d'Iria. Malgré les preuves évidentes, au procès, Bruno continuait à affirmer que ce qui s'était passé n'était qu'un accident tragique. Par l'intermédiaire de son avocat, il insistait sur la version d'un jeu volontaire, dont le résultat avait été la mort non intentionnelle de la jeune fille. Pour clarifier la question, le juge invita un spécialiste en nœuds du club nautique qui démontra directement dans la salle d'audience aux jurés le principe de fonctionnement du nœud. L'expert prouva de manière convaincante que sans effort actif et significatif, la boucle ne pouvait pas se serrer d'elle-même. Ainsi, la version de l'accident perdit toute consistance. L'atmosphère dans la salle d'audience devint tendue. Les jurés suivaient attentivement chaque geste et chaque mot, comprenant la gravité des accusations portées. Les conclusions d'experts ne laissaient aucune place au doute sur la culpabilité de Bruno. Après de longs et circonstanciés exposés du ministère public, de la défense et des spécialistes invités, le juge prononça le verdict définitif. Bruno Candal fut reconnu coupable selon l'article 139 et l'article 163 du Code pénal espagnol. Le tribunal le condamna à 22 ans de privation de liberté. Le verdict du tribunal ne laissa aucun doute sur la culpabilité de Bruno. Il fut exactement établi qui avait commis le crime, comment exactement était survenue la mort d'Iria et quels indices matériels liaient le criminel au lieu et aux circonstances de la commission du crime. Néanmoins, un détail important resta sous le sceau de l'indétermination. L'enquête et le tribunal n'avaient pas réussi à éclaircir complètement si Bruno avait l'intention à l'avance de tuer la jeune fille, ou si ses actions n'avaient affranchi la limite qu'au moment de son refus ou de sa résistance. Cela resta dans le domaine des suppositions, car il n'y avait pas de preuve pour une affirmation claire. La sentence prononcée ne suscita pas d'objection de la part des présents dans la salle d'audience. La famille d'Iria accepta le verdict calmement, comprenant que bien que cela ne leur rende pas leur fille, la justice avait été établie. Ainsi, l'affaire qui avait commencé par l'étrange comportement du chat Lua et un morceau inhabituel de sangle d'Ainema arriva à sa conclusion. C'est précisément ce petit détail qui permit à l'enquête de révéler un crime si soigneusement planifié et d'établir la vérité cachée sous une couche de camouflage et de dénégation du suspect. Les conséquences de cette affaire se reflétèrent sur la vie de tous ceux qui avaient été liés à son enquête. Pour l'inspecteur Antonio Morales, elle devint un exemple frappant de la façon dont même les détails les plus insignifiants peuvent conduire à la révélation de terribles secrets. Pour les proches d'Iria, la sentence du tribunal apporta non seulement un soulagement, mais aussi une compréhension définitive de ce qui s'était passé. Pour les habitants locaux, ce fut un rappel que même dans les endroits les plus calmes et tranquilles, peut se cacher un danger que personne n'attend. L'affaire d'Iria Varela fut fermée, mais elle resta à jamais dans la mémoire de ceux qui connurent cette histoire.